Les baladeurs, une série audio Les Others. Des balades, des aventures, des mésaventures en pleine nature. Prêt pour le départ? Prêt? C'est parti. À l'extrême sud du continent sud-américain, en deçà des 53e parallèles sud, se trouve la Terre de Feu, une terre composée d'îles réparties entre l'Argentine et le Chili. C'est vers cette terre longtemps appelée fin du monde que Lauriane Lemasson, ethnomusicologue, décide de se rendre en janvier 2013, alors que l'été commence là-bas. Elle part en autonomie complète au milieu des vastes steppes morcelées de lacs sombres, pour enregistrer les sonorités des paysages. À travers les échos captés, la jeune chercheuse espère retrouver les traces d'occupation des peuples amérindiens qui vivaient là, il y a 12 000 ans. L'histoire oubliée des Yaghan et des Selknam devient alors pour elle une quête entêtante tout le long des 3 mois du voyage. J'ai été pas mal attirée par cet autre Finistère, là, le bout du monde. Je ne sais pas si c'est le côté breton à ce moment-là qui s'exprime en moi peut-être. Donc balayée par les vents et puis un endroit où il fait froid. Avec la montagne en plus, pour moi il y avait vraiment tous les ingrédients déjà au départ au niveau du paysage, de l'environnement lui-même qui déjà me fascinait. Donc, je me suis d'abord intéressée au territoire, démarré un peu par la géographie physique, disons, pour ensuite me focaliser sur la géographie humaine et ensuite vraiment la géographie humaine bien passée, celle des Selknam, des Rauch et des Yaghan. Donc, tous répartis au sud du détroit Hatitelen, qui est le nom du détroit de Magellan en langue Selknam. Les premiers témoignages que j'avais vus sur ces lieux, c'était surtout les témoignages des voyageurs, donc qui parlaient de différentes expéditions, d'explorations diverses et variées dans ces lieux. Bon, au départ, c'était surtout l'imaginaire de ces voyageurs qui m'avait interpellée. Mais petit à petit, il y avait souvent qui revenaient à ces Indiens disparus, ces peuples décimés. Alors, je me suis aussi intéressée du coup à l'œuvre d'Anne Chapman, une anthropologue franco-américaine qui travaillait sous la direction de Lévi-Strauss. Il y avait toujours la rhétorique du dernier, de la disparition. Bon, donc en lisant ce qu'elle avait écrit durant toute sa carrière, donc elle a démarré en Terre de Feu en 1965. En lisant toute son œuvre, on se rend compte que la dernière chamane Selknam, qui s'appelle Kiepra, était décédée en 1966. Donc moi, j'allais arriver sur place, il n'y avait plus personne, si j'en croyais tout ça. Et ça m'a quand même interpellée et j'étais curieuse de voir si, en me rendant sur place, le paysage lui-même pouvait témoigner de ce passé. Qu'est-ce qui restait d'eux ici, vraiment? Quel était le rapport à ce moment-là à un territoire déserté? Comment j'allais pouvoir, si j'allais pouvoir retrouver des traces, des semblants d'occupation, ou si réellement tout avait disparu, Plus de 10 000 ans d'occupation. J'ai pris l'avion, il a juste fallu être patiente, puisque c'est relativement long. On avait toujours entre 25 et 30 heures de voyage pour arriver jusqu'à Ushuaia. Et c'est vrai que déjà l'atterrissage, ça avait été une aventure en soi, puisqu'il y avait vraiment des mauvaises conditions Et puis quand on atterrit à Ushuaia, on est au-dessus du canal Onashaga, le canal Beagle. Et donc on voit de l'eau de tous les côtés et au dernier moment, on touche le bout de la presqu'île qui sert d'aéroport. Je ne m'attendais pas du tout à une ville aussi grande, puisque Ushuaia, c'est plus de 100 000 habitants. La chose qui m'avait le plus frappée, c'était l'omniprésence des aboiements des chiens, de jour comme de nuit. À la tombée de la nuit. Ouais. À la tombée de la nuit, c'est le concert. Très très peu de présence finalement d'oiseaux.
puisque comme il y a énormément de forêts autour et beaucoup d'espace, eh bien, ils ne s'embêtent pas à venir tout près de nous, quoi. Et sinon, évidemment, le vent qui étouffe pas mal tout ce qui pourrait apporter un petit peu d'événements dans le paysage sonore. Oui. J'étais passée à l'Office du tourisme pour demander s'il restait des membres des populations Selknam, Yagan et Rauch. Donc on m'a gentiment ri au nez en me disant « Non mais vous rigolez, ils sont tous morts depuis très longtemps ». Et par contre, si vous voulez, il reste une vieille femme de l'autre côté chilien, à Puerto Williams, Cristina Calderón. Elle parle encore la langue. Oui, c'est $150 l'aller, traverser le canal pour arriver sur l'île Navarino. Et ensuite aller à Puerto Williams et donc à Uquica ensuite, qui est le petit village des Yagan, pour aller rencontrer la relique du peuple Yagan, quoi. C'était un peu la façon dont c'était présenté, quoi. Et je pensais à cette femme et je ne pouvais pas m'imaginer une seule seconde d'aller de cette manière-là. Non, quoi. La seule chose qui pouvait à ce moment-là m'aider à déterminer un itinéraire, c'était la présence ou non déjà de sites archéologiques reconnus. Donc ça a été un des éléments. Ensuite, comment établir un itinéraire dans un territoire où déjà tout ce qui t'entoure ou presque n'a plus de nom. C'est des cartes vides. Si on regarde une carte de la Terre de Feu, telle qu'elle est éditée 750 millième pour la plus connue, à part des noms d'estancias, quelques noms de montagnes dans la région sud de l'île, et donc une route principale et quelques routes secondaires, c'est désert, quoi. Je me suis préparée, j'ai mis mon stock de lyophilisé dans le sac à dos, chargé les batteries, et puis ensuite j'ai exploré, mais ça a été plus c'était pas du vagabondage, mais c'était plutôt d'essayer de parcourir pour faire des trouvailles, quoi. Et donc ça a été se perdre dans des lieux comme ça. On n'en était pas encore à autant d'applications sur les téléphones. C'était beaucoup plus rudimentaire. Donc j'essayais de choisir des itinéraires qui limitaient la probabilité de se perdre aussi. Donc pour la partie côtière, pas de problème. Par contre, après, dans le cœur de l'île, oui, quand il y avait besoin de traverser des zones de forêt et tout ça, oui, là c'était plus exigeant en termes d'orientation, oui, bien sûr. Donc, quand on sort de la ville d'Ushuaia, on traverse une rivière qui s'appelle la rivière Olivia. Je suis partie sur un chemin côtier, quoi. Et sur tout le chemin, on voit ce qu'on appelle des conchales, qui sont des amas coquillés, des amas qui se sont formés autour des huttes. Et Yagan, quand ils consommaient les mollusques étaient jetés à l'extérieur de la hutte. Donc avec des milliers et des milliers d'années d'occupation, ces monticules de déchets ont fait que ça a formé des petites collines comme ça, qui permettent, quand on met la tente au milieu, d'être en plus bien protégé du vent. La présence humaine, elle était palpable, quoi. Il n'y avait pas de doute, quoi. Il n'y avait pas besoin d'avoir le regard d'un expert type archéologue pour être capable de voir la modification paysagère, quoi. Si on fait abstraction des quelques moments où l'avion atterrit à Ushuaia, le bateau de croisière revient de l'île des Éclaireurs ou à moteur, si on fait abstraction de ces quelques sons, disons, modernes, tout est resté intact. Donc de pouvoir écouter ce qu'ils écoutaient, de pouvoir voir ce qu'ils voyaient aussi, puisque la modification est pour l'instant assez faible. En fait, si on reste vraiment au sud du détroit, on a deux espaces qui contrastent en fait.
Si on reste vraiment dans la zone d'Ushuaia, donc dans la zone des canaux, là on est sur des températures qui descendent rarement en dessous de -10 en hiver, pas mal de neige et moins de vent en hiver. Par contre en été, on a des températures qui montent aisément, les 18 degrés on les atteint assez facilement et surtout de plus en plus de pluie l'été. Par contre l'hiver, si on va dans la zone des Pampas, on sort d'Ushuaia, on prend la direction du nord. On passe par une première petite ville qui s'appelle Tolwyn, qui est donc sur les rives du lac Kakenshon, qui est l'autre nom du lac Fagnano. Ça planit petit à petit pour finalement devenir une grande zone de pampa, comme on peut la retrouver sur le continent, côté argentin. Donc dans cette zone de pampa, là par contre il fait plus froid. En hiver, on atteint -15, -20 dans le nord et dans le cœur de l'île, c'est beaucoup plus froid. Avec moins de neige, mais bon, toute la pampa congelée. En Cap Espírito Santo, donc on est dans la zone des Pampas, avec des caps qui font d'énormes falaises calcaires. Il y avait pas mal de vent. Et puis dans la zone des Pampas, c'est pas comme à Ushuaia où il y a un petit peu les montagnes qui arrêtent ou qui dévient. Là, non, c'est direct. Donc je voyais l'océan Atlantique, mais je ne pouvais pas l'entendre. Le vent venait de l'ouest, du Pacifique. Le vent balayait tout sur son passage. Dans cet endroit, Total Austral a installé des usines et développe tout un réseau de gazoducs avec la création de nouvelles routes et puis des barrières à perte de vue, quoi. Pour moi, c'est le symbole de la Terre de Feu aujourd'hui, c'est la barrière. C'est cette barrière qu'on retrouve partout, que ce soit pour les estancias, que ce soit pour... On est sur du cloisonnement, avec très souvent le panneau terrain privé interdit d'entrée. On voit qu'il n'y a rien ni personne des kilomètres à la ronde, mais il y a un panneau, il ne faut pas passer. C'est d'énormes propriétés qu'on appelle les estancias. Et c'est des milliers et des milliers d'hectares qui ont été privatisés pendant la colonisation, qui a démarré à la fin du 19e siècle ici. Ce cloisonnement fait que bien même la principale ressource alimentaire, qui était le guanaco, et qui est un lama, eh bien, lui aussi se retrouve victime avec l'arrivée de cheptels de moutons énormes. On parle de centaines de milliers de têtes de bétail. Des zones de forêt qui ont été détruites pour pouvoir installer cette nouvelle industrie sur le territoire. L'âge d'or des estancias, c'est surtout dans les années fin 19e, début 20e. Jusqu'à l'entre-deux-guerres, c'était un marché florissant. Comme il le disait, un Indien rapporte moins qu'un mouton. Donc les Selknam et les Rauch se sont réfugiés dans la zone des montagnes, autour du lac Kakenshon, du lac Fagnano, et également donc, sur la péninsule Mitré, qui elle était plus difficile d'accès et où l'activité agricole était plus difficile à mettre en place. Les Rauch ont été un peu plus protégés par la non-faisabilité de certaines exploitations sur leur territoire. J'ai conscience de la disparition, mais je n'ai pas conscience de l'ampleur de ce qui s'est passé là. J'avais le choix entre ne pas passer et puis continuer sur la piste ou me dire que après tout, si on me demande ce que je fais là, je dirais que je comprends pas, mais c'est pas grave, je passe quand même. J'ai fait le choix de partir explorer dans des lieux interdits et donc j'ai passé les barrières pendant tout le reste de mon séjour ici, oui. Les paysages en eux-mêmes, eh bien, c'est une alternance de plaines avec par moments des collines, comme ça, des petites entre 100 et 200 mètres d'altitude, quoi. Et ensuite, plus je descends vers le sud, plus l'altitude augmente, plus le relief est marqué, et plus il y a des lacs aussi.
Sur la côte, voilà, toujours ces fameuses falaises de calcaire qui jonchent toute la côte atlantique jusqu'au Cap San Diego, quoi, qui est la pointe de la péninsule Mitré. Donc ces falaises, on retrouve aussi d'anciens campements, qui ne sont pas toujours évidents à voir au départ, puisque contrairement au campement Yagan, on n'est pas sur des camps de chalets aussi marqués. Ils sont plus difficiles à trouver. Ouais. C'est en marchant, en acceptant de se perdre. Des moments où j'avais la sensation de me mettre un peu en pilote automatique. Je marchais comme ça et j'allais où mes jambes voulaient bien m'amener, quoi. Et donc c'est grâce à cette perte volontaire dans les lieux qu'on arrive à retrouver des choses. Pas mal d'ateliers comme ça de taille de pierre, d'anciens campements, des pointes de flèches. Les boleadoras, qui sont des genres de balles en pierre qui servaient à chasser. Toutes sortes d'ustensiles, de pierres taillées. Il n'y a pas de carte pour dire où il se trouve, il n'y a pas d'images satellites qui permettent de dire où il se trouve. Tout est abstrait et vide, quoi. Le seul moyen d'accéder, c'est de se perdre, en fait. Tout le long du trajet, j'avais un petit dictaphone qui me permettait à chaque fois d'indiquer à quelle heure j'ai entendu telle ou telle espèce d'oiseau ou vu tel ou tel animal en général. J'essayais de faire une base de données déjà de tous les acteurs non humains du paysage sonore. Là, j'étais dans la zone des Pampas. Il y avait un troupeau de guanacos et une espèce de résonance à ce moment-là autour de moi. Il y a un écho qui se fait de ces cris de cet animal. Et, il y a cet enregistrement qui est assez dingue, ouais. Et sinon, les enregistrements de tempêtes, oui, ça, voilà. J'ai une collection d'enregistrements de tempêtes avec les grincements dans la forêt où on entend ces arbres qui luttent ou qui s'entrechoquent. Et donc ouais, ça et le sifflement du vent ouais. Dans la pampa aussi. Il y a tous les enregistrements que je n'ai pas pu faire. Voilà, où là forcément on est sur les limites de la technique. Hein. Et oui, il y a beaucoup d'enregistrements que je n'ai pas pu faire et des sons comme ça qui ont été... ou même j'avais même pas envie de sortir l'appareil. Ouais. Un des éléments qui faisait que c'était plutôt compliqué, c'était le poids du sac. Ça, pour moi, ça a été un peu la lutte durant tout le séjour. C'est-à-dire que j'avais beau essayer de diminuer au maximum, la nourriture pèse ce qu'elle pèse, le matériel pèse ce qu'il pèse, et j'avais plus qu'à faire avec. Je marchais plus d'une vingtaine de kilomètres, voire parfois plus de 30 kilomètres par jour. Il n'y a pas de sentier, donc c'était physiquement assez éprouvant. Près de Punta Maria, Raskit, en langue selknam. Dans cet endroit, oui, je me retrouve sur un ancien campement et entourée de pierres taillées, Et j'étais assez frappée de voir, c'est comme si l'image qui m'était venue à l'esprit, c'était comme imaginer un repas comme ça, un repas de famille, et puis d'un coup, on enlève tout le monde, et puis il reste juste les objets, que ce soit la table, les chaises, les plats, les ustensiles, tout. C'était un peu cette sensation-là qui me venait, et je me souviens d'avoir été extrêmement émue, oui. On est sur des pierres taillées, ce qu'on appelle le néolithique.
Il y a eu une évolution au niveau de la technique de taille de pierre, donc c'est beaucoup d'obsidienne qui est utilisée. L'obsidienne et pas mal de silex aussi. On est sur des pierres taillées donc pour des pointes de flèches, pour des couteaux, des hachoirs, pour des racloirs, des formes très variées. Alors il y avait des fois où j'enregistrais juste parce que je voulais capter le paysage sonore de tel moment, parce qu'il se passait quelque chose de particulier. Sinon, c'était l'enregistrement donc directement dans le campement, en essayant de donner des estimations de sa taille. Donc, relevé dans la Caleta del Bosque de l'Estero Fouquet, nous sommes le 21 mai, il fait un temps de merde. 0 degré, il neige, il pleut aussi. Il est 16 heures, je suis dans la forêt, précision du GPS 5 mètres. Donc l'enregistrement de l'ambiance sonore. Il s'agit du point GPS numéro 1887. Première émission. Deuxième émission. Troisième émission. Quatrième émission. Cinquième émission. Même chose de l'autre côté. Et en général, j'essayais de camper sur place pour pouvoir avoir aussi un enregistrement long de la nuit. On retrouve dans la mythologie Selknam très souvent les rapaces nocturnes, que ce soit chouettes et hiboux. Je voulais essayer d'entendre les cris puisqu'on retrouve certains chants d'oiseaux et cris d'oiseaux dans les chants chamaniques. Le mythe fondateur de la religion des Selknam, c'est le mythe de la lune et du soleil, de l'alternance du jour et de la nuit. Au tout départ, le peuple Selknam était un peuple matriarcal, selon les anciens. Donc les femmes avaient le pouvoir et organisaient le rite initiatique qu'on appelle le Khaïn. Ça permettait de transmettre à ce moment-là au sein d'une hutte cérémonielle en forme conique. À l'intérieur se passait la transmission de génération en génération des règles du savoir-vivre ensemble. Les femmes qui étaient donc dans cette hutte avaient tout le pouvoir et terrorisaient les hommes en leur demandant toujours plus de nourriture. Eux n'avaient pas le droit de s'approcher de cette hutte parce qu'ils ne devaient pas savoir ce qui se disait dedans. Comme on retrouve dans toute société chamanique, le pouvoir vient de la connaissance. Un jour, un homme s'est approché des femmes qui étaient parties se baigner dans une rivière et les a entendues parler ensemble. « Ah, tu as vu comment on leur a fait croire? Ah, ils ont vraiment eu peur. Ah, mais on va continuer à représenter les esprits grâce à nos masques et nos peintures pour continuer à ce qui nous amène toujours plus de nourriture, toujours plus de confort en gros. » Donc l'homme à ce moment-là qui a entendu ça revient ensuite au campement et commence à en parler avec les autres hommes de son entourage. Donc tous, bien sûr, révoltés, indignés, en colère, décident à ce moment-là de se venger. Donc ils attendent que les femmes se rassemblent à nouveau dans la hutte pour organiser une nouvelle apparition d'esprit avec une femme avec toutes ces peintures corporelles fabuleuses et ces masques cérémoniels fabriqués en écorce, en peau. Donc ils arrivent près de la hutte et attaquent les femmes à ce moment-là. Et ils vont les massacrer toutes, hormis les petites filles. Et une femme va réussir à s'échapper et un homme va continuer à la poursuivre. Cette femme va courir. Lui va la suivre le plus longtemps possible. Et à un moment, ils vont disparaître. Elle va se transformer en lune et lui va se transformer en soleil. Et aujourd'hui encore, il continue de la poursuivre.
La nuit, les fois où voilà, j'étais suffisamment en forme pour pouvoir en plus veiller un peu, parfois la tempête faisait plus rage la nuit que durant la journée. Là, à ce moment-là, on rentre tout dans la tente et on maintient l'arceau et on espère que tout va tenir. Et sinon, les nuits où il y avait vraiment du calme, c'était de pouvoir me faire mon feu, de pouvoir méditer un peu sur la journée passée ou les semaines déjà passées, et en même temps d'essayer de faire le pont entre la réalité dans laquelle j'étais et ce passé qualifiable d'hier. Je n'ai vu qu'une seule fois une personne qui m'a demandé ce que je faisais là et si j'avais une autorisation pour être là. J'ai répondu en anglais que non, que je n'avais pas d'autorisation. À ce moment-là, ça faisait déjà 2 mois que je marchais dans les environs. Et au fond de moi, il y avait une forme d'injustice et lorsqu'il m'a demandé si j'avais cette autorisation pour être sur ce territoire, eh bien, je me suis surprise de lui demander si lui aussi en avait eu une pour être là. Et donc il y a eu une espèce de silence comme ça qui s'est imposé entre nous et je suis partie sans me retourner en fait. Et après j'avais un peu peur parce que moi j'étais toute seule au milieu de nulle part, personne ne savait où j'étais exactement. La seule chose que j'avais avec moi en cas d'extrême problème, c'était une PLB, une balise personnelle. Mais à ce moment-là, déjà, il y avait c'était pas une révolte, mais ça fait déjà plus de 3 mois qu'au quotidien, je me confronte au vide et en même temps à des marques d'occupation un peu partout. On a le temps de penser, repenser, de gamberger. Et donc j'arrive à Rio Grande et j'ai besoin de me ravitailler. En même temps, je cherche un logement pour la nuit. Et je passe devant l'hôpital et face à l'hôpital je vois une hutte conique en tronc. Une hutte comme celle que j'avais pu voir dans les photos de Martin Guzindel, l'ethnologue qui était donc venu auprès des Selknam et des Yaghan entre 1919 et 1924. Je me retrouve face à une hutte comme ça, au milieu de la ville. Je m'approche pour essayer de... Et là, je vois Casa Cultural de la Comunidad Selknam Rafaela Ishton. Donc la maison culturelle de la communauté Selknam Rafaela Ishton. Donc j'essaie de frapper à la porte pour essayer de rencontrer quelqu'un. Rien, c'était fermé. Là, je déambulais un peu dans la ville pour essayer de trouver une solution. Et là, je rencontre Alejandro Pinto, un jeune poète de Rio Grande. On commence à discuter un petit peu et il me demande ce que je fais là. Là, on me dit, mais oui, il y a une communauté, ils sont un peu plus de 700. Et là, dans ma tête, comment c'est possible qu'en Europe, partout, parce que j'avais quand même énormément étudié d'archives, aussi bien dans les médias, dans les récits de voyage, le nombre de magazines dans lesquels j'ai vu le peuple disparu Selknam, les derniers Yaghan, la dernière Yaghan quand on parlait de Cristina Calderón. Il n'y avait jamais personne qui restait, et que ce soit dans les magazines de voyage, les magazines de sciences humaines, les publications scientifiques en français. Et
et en anglais auquel j'avais pu avoir accès, donc qui faisait partie de la bibliographie classique, disons, tout ça disait la même chose, et disait la même chose depuis les années 60, en s'étant tous inspirés des travaux d'Anne Chapman. Oui, son œuvre a eu un rayonnement international et a imposé cette réalité-là, qui était née de quoi? Eh bien, des canons en vogue à ce moment-là dans la recherche en anthropologie, qui disaient qu'il fallait rechercher de l'authenticité, la pureté. Le nombre de photos qui n'étaient pas publiées à ce moment-là, puisqu'elles montraient par exemple des huttes avec des matériaux de récupération comme des tôles, les vêtements, les ustensiles qu'ils utilisaient. Il y avait une espèce de propagande autour pour essayer de légitimiser l'authenticité de ce qu'on allait montrer en tant que chercheur. On faisait la catégorie entre celui qui était pur Selknam, celui qui était demi-Selknam. Dans la classification des individus, il faut encore lutter aujourd'hui pour essayer d'enlever tout ça, quoi. On les a présentés comme anthropophages, on les a présentés comme primitifs, on les a présentés comme le plus bas degré d'évolution humaine. Aujourd'hui encore, ces images de 1889, de l'exposition universelle, où il y avait donc 11 Selknam dans des cages nourries de viande crue, qui avaient été capturés grâce à l'autorisation du gouvernement chilien en 1888, sur la côte ouest de la Terre de Feu, nord-ouest de Terre de Feu. Ces images-là, elles continuent de circuler. Et cette image de ce qui s'est passé à Paris en 1889, c'est une image qui est vraiment ancrée dans les pensées aujourd'hui encore pour ces peuples. Pour eux, la revendication d'appartenance, elle était difficile, c'était stigmatisant, il y avait aussi beaucoup de racisme à leur égard. Ils gardaient ça entre eux, quoi. Pour moi, c'était évident que j'allais revenir. Il y avait une brèche qui s'était ouverte à ce moment-là, avec cette découverte en plus, voilà, qui venait confirmer cette espèce de sensation que j'avais. Il y avait une espèce d'imposture sous-jacente, il y avait une espèce d'intuition comme ça qui faisait que je n'arrivais pas à croire cette histoire officielle. Je voulais continuer cette fois en ayant une démarche plus géographique et une démarche aussi donc avec la partie ethnologie, anthropologie, d'essayer de mieux comprendre comment on en était arrivé là. Donc une rencontre pour moi qui a été très très forte, c'était la rencontre avec Mirta Salamanca, donc, qui est l'arrière-petite-fille de Kiepra qui était l'informatrice d'Anne Chapman dans les années 60. Celle qui est considérée comme la dernière chamane. Donc il faut aussi savoir que Chapman a toujours dit que Lola Kiepra n'avait pas de descendants. Ce qui était aussi une manière de circuler, il n'y a plus rien à voir. Je l'ai rencontrée à Punta Arenas, sur la rive nord du détroit de Magellan, côté chilien. Elle était invitée par un historien, Rodrigo González Vivar. Il avait organisé une représentation théâtralisée de la vente aux enchères de 165 Selknam en 1895 sur la place des Armes de Punta Arenas. Donc c'était une vente qui était organisée par le gouverneur de l'époque de la ville. Mirta était invitée pour représenter son peuple, quoi. En fin de matinée, en plein milieu de la ville, cette représentation théâtrale. Arrive un groupe de personnes habillées en noir avec des peaux de guanaco, donc la peau de lama tannée comme les portaient les Selknam et les Rauch. Un groupe de personnes arrive comme ça, entouré d'autres personnes en costume avec des bâtons. Et là commence la reconstitution de ce qui s'était passé en 1895 avec la violence des propos. À ce moment-là, le public complètement surpris. Les gens passaient comme en allant au travail ou allaient faire leurs courses. Enfin voilà, c'était dans leur quotidien. Et là, d'un coup, se passe cet événement. Et là, pour moi, cette représentation-là, je me souviens d'avoir les larmes qui venaient, d'être en contact avec cette réalité passée, de vendre, d'arracher les enfants à leurs parents, la maltraitance, et en même temps le désarroi de ces personnes qui étaient hors de leur terre, qui ne comprenaient absolument pas ce qui se passait, quoi. Et à la fin, donc, Christiane, qui filmait, me dit « Écoute, on va essayer peut-être de faire une interview de plusieurs personnes qui ont participé. Et qu'est-ce que tu en penses si on interview la dame là qui était devant
Et là, Mirta commence à parler de son histoire, de l'histoire de sa famille, de la mémoire collective de son peuple, et j'ai face à moi le témoignage vivant de choses que j'avais ressenties, de choses que j'avais parfois eu l'intuition de percevoir, de toute cette histoire non officielle, quoi, hein, de ce qui est resté au sein même du peuple, quoi. Hein. Mirta, elle habite à Rio Grande. Elle travaille dans une école. Elle parle souvent des femmes de son peuple, puisque les hommes étaient systématiquement tués ou déportés. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais trouvé la moindre trace dans les archives d'un homme déporté qui serait revenu sur son territoire après, quoi. Donc l'histoire, elle s'est transmise entre les femmes. L'histoire de la déportation sur l'île d'Aussonne, par exemple, dans ce qui était assimilable à un camp de concentration, qui était une mission salésienne, mais avec travail, empoisonnement. Bon. Et sur l'île de Terre de Feu, eh bien, avec toute la colonisation, les chasseurs de têtes. On retrouve souvent dans les écrits eh bien, la vente de paires d'oreilles pour 1 livre sterling. Même après la mort, des corps morcelés, exportés dans les musées au Chili et en Argentine, mais aussi dans les musées d'Europe pour les travaux d'anthropologie physique. Je me souviens qu'on était dans les bras l'une de l'autre à ce moment-là, et ensuite on a toujours gardé contact. Ouais. Elle est venue en France après, quand je suis ici en Terre de Feu, à chaque fois... On se voit, il ne se passe pas des semaines sans se parler, sans essayer d'avancer, et en essayant de faire qu'aujourd'hui, les regards changent quoi, sur son peuple et sur les peuples Yagan et Jauche également. Oui. En plus de ne pas pouvoir accéder à des territoires qui ont du sens pour eux, donc d'où le travail après de cartographie avec eux, d'essayer de remettre des noms sur les lieux passés, d'essayer de comprendre comment était organisé le territoire, d'essayer de comprendre où se passaient les rituels, comment. Tout ce travail de récupération du patrimoine culturel qui est éparpillé un peu partout dans le monde, essayer de créer des bases de donner accès, voilà, de créer des ponts. Entonces ella se tapaban la boca y hablaba. Yo preguntaba por qué hablaban raro, porque yo era chica. Cuando seas grande te vas a enterar, me decía. Y después ya me explicaron por qué ella hablaba así. Por qué ellas hablaban así, por el temor que tenían de la persecución, el maltrato y lo aberrante que fue la vida de ellas, ¿no? Cuando quedaron mis mujeres, la traen de la reserva indígena, todas las mujeres habían matado a todos los hombres. La traen a mi bisabuela, a mi abuela, a mi tatarabuela, a mi prima, a mi mamá. La traen a la misión salesiana. De la misión salesiana, de ahí las separan a todas. Y lo primero que les sacan es la lengua, para que no tengan comunicación. Y todo esto estoy diciendo que no pasó más de 100 años. Le génocide des Selknam, longtemps ignoré ou occulté par l'histoire officielle, qu'elle soit chilienne ou argentine, fut reconnu en 2003 par le Chili dans le cadre des travaux menés par la Commission pour la vérité historique et un nouveau traitement des peuples indigènes. Lauriane Lemasson, depuis son premier voyage en 2013, a aidé à localiser 2500 emplacements de huttes. Elle reconstitue, avec les communautés de Terre de Feu, les anciens toponymes en langue amérindienne. Des noms, inspirés le plus souvent, des sons émis par les arbres, les vagues, les vents et les oiseaux. Les ambiances de ce podcast sont les fruits de ce travail de collecte, réalisé dans le cadre de la Sorbonne Université, rattaché à l'Institut de recherche en musicologie et au département d'acoustique de l'Institut Jean Leron d'Alembert. Les Baladeurs, une série audio Léo Others, écrite et réalisée par